prêt à annexer. On va continuer de parler d'armement. Tiens, avec ce qui sera peut-être le début de la fin de la disette en matière d'armement pour les Ukrainiens. Après les annonces de Donald Trump, le mécanisme destiné à leur fournir des armes via l'Europe, via l'OTAN, est en train d'être mis en place. Il a été baptisé Pearl, ça veut dire envers en anglais, mais ça veut aussi dire Prioritized Ukraine Requirement List, pardonnez mon accent, annoncé donc ce mécanisme en grande pompe par le ministre de la Défense ukrainien. Il prévoit le financement d'armes américaines grâce aux contributions des partenaires de Kiev. On va en parler avec le général François Chauvency. Merci d'être avec nous, consultant en géopolitique LCI, avec Sébastien Boussois, toujours avec nous, chercheur en sciences politiques, directeur de l'Institut géopolitique européen, et avec Violeta Moscalou, maître de conférence et présidente fondatrice de Global Ukraine. Merci à tous d'être là. C'est en fait, pour bien comprendre, en général, la formalisation de ce qu'avait annoncé Donald Trump il y a quelques semaines. Ça va fonctionner comment ? Alors, a priori, donc, l'OTAN ferait la coordination de l'expression de besoins des Ukrainiens en fonction de ce que des États voudraient bien acheter aux Américains. L'Ukraine fait sa liste de courses à l'OTAN. L'OTAN se tourne vers ses membres, les États membres, en leur disant voilà ce dont ils ont besoin. Qui prend quoi ? Alors, c'est pas tout à fait ses membres, c'est le groupe Rammstein qui reprend finalement vie d'une autre manière, et dans lequel 50 États environ qui étaient concernés pour aider l'Ukraine. Et dans ces 50 États, il y a 7 États européens, dont l'Allemagne, les Pays-Bas, et puis quelques autres que je les ai pas tous en tête, qui sont d'accord pour financer cet achat d'armement avec des échelles d'environ de 500 millions d'euros chacun pour acheter de l'armement aux États-Unis. Violeta Moscalou, qu'est-ce que ça change, ça, pour l'Ukraine ? D'abord, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Est-ce que ce dispositif, vu d'Ukraine, il peut fonctionner, il va fonctionner ? C'est une très bonne nouvelle et ça va dans la logique des choses, je dirais presque du fait que l'Ukraine, de facto, légalement, formellement, c'est pas encore écrit, signé, mais de facto, elle s'intègre de plus en plus avec l'espace otanien, disons-le comme ça, et qu'effectivement, aujourd'hui, cet accord dont on est en train de parler, il sert les intérêts de toutes les parties. Les Américains, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent vendre, ne plus financer par eux-mêmes. L'Europe, comprenant le danger de cette guerre à ses frontières et du fait que ça peut à tout moment basculer aussi sur le sol européen, est obligé de mettre beaucoup plus de financement maintenant pour que l'équation au final se fasse. Et l'Ukraine, c'est l'armée ukrainienne qui fait le travail, disons-le comme ça, face à l'armée des Russes qui est toujours mobilisée pour essayer d'envahir l'Ukraine et puis aller plus loin après s'ils y arrivent. Une réaction à cette annonce, celle donc justement du ministre ukrainien de la Défense. Je vous propose de l'écouter et on réagit juste après. C'est une citation, ce n'est pas un son, donc on va la lire. Je suis reconnaissant aux États-Unis, en particulier à Mark Rutte, l'OTAN et à tous les partenaires pour le lancement du mécanisme Pearl, une étape majeure dans le renforcement de la défense de l'Ukraine. Est-on sûr que ce soit une étape majeure dans le renforcement de la défense de l'Ukraine ? Est-ce que les Européens, est-ce que l'Ukraine, d'abord, va pouvoir obtenir plus d'armement ? Est-ce que les Européens vont dépenser plus pour armer l'Ukraine ? Parce que c'est ça la question qui se pose. La question qui se pose, c'est effectivement celle-là. Et la question subalterne, c'est pour aller où ? Puisqu'on est totalement partagé entre le soutien que l'on apporte à l'Ukraine depuis février 2022 pour lui permettre de résister largement aux Russes depuis l'agression et la violation de ses frontières. Et dans le même temps, on est en train de tenter d'essayer de résoudre le conflit par la voie diplomatique. La solution militaire n'aboutit pas ou n'aboutira pas à terme à la victoire de l'un ou de l'autre. Les conflits aujourd'hui ont largement changé. Il n'y a plus un gagnant clair et net. On est dans une forme de guerre des tranchées. Donc on soutient l'Ukraine pour éviter l'affaissement ou l'effondrement. La Russie résiste grâce à ses alliés pour différentes raisons. Et on attend Witkoff, l'émissaire spécial de Trump à Moscou, pour essayer de relancer, demain ou après-demain, pour essayer de relancer dans le même temps cette histoire de négociation. On est pris entre une solution militaire qui n'amène pas à
la fin du conflit et une solution politique qui ne l'amène pas non plus. On est dans quelque chose de très transversal, très entre deux, et donc le temps que des négociations puissent aboutir, si un jour elles aboutissent, on permet effectivement à l'Ukraine de continuer à résister, puisqu'en fait, dans le cadre des négociations, il faut que chaque partie, comme c'était le cas il y a quelques mois quand les Ukrainiens ont pris la poche de Koursk, l'idée était de prendre quelque chose de supplémentaire pour avoir à le négocier dans la balance contre la Russie. Là, sur le terrain, on essaye d'avancer, même si c'est complexe, mais en tout cas, de l'autre côté, l'idée est à un moment ou à un autre de montrer ce qu'on a dans l'escarcelle pour le négocier. Mais je vais me faire l'avocat du diable. Moi, en général, je ne comprends pas en quoi ce mécanisme va pouvoir générer plus d'armement et un armement peut-être plus adéquat, on en parlera tout à l'heure, pour les Ukrainiens. Je m'explique. Ce que l'on va faire, globalement, pour faire simple, c'est acheter des armes aux États-Unis pour les donner aux Ukrainiens, ou en tout cas pour les récupérer et donner des armes équivalentes aux Ukrainiens. On n'est pas encore complètement sûr de ce qui va se passer à ce niveau-là. Mais il va falloir les acheter, ces armes. Est-ce que le budget européen en matière d'armement à l'Ukraine a évolué? Est-ce qu'il a augmenté? Ou est-ce qu'on continue, nous, d'abord, de dépenser la même chose pour l'Ukraine? Et est-ce à dire, avec cet accord, que les Américains, eux, vont arrêter de vendre ou d'apporter d'une manière ou d'une autre de l'armement à l'Ukraine? Il n'y a eu que 2 paquets d'armement accordés à l'Ukraine depuis l'arrivée de Donald Trump au mois de janvier dernier, le dernier aux alentours de 322 millions de dollars, je crois. Est-ce que ça, c'est terminé? Alors, d'abord, il faut voir que l'Union européenne, l'Union européenne, à la date d'aujourd'hui, et surtout aussi avec le Canada, a dépassé en somme l'argent pour l'équipement militaire donné à l'Ukraine. On a 72 milliards d'équipements militaires donnés à l'Ukraine, contre les 65 donnés par les États-Unis. Oui, donc on a dépassé les États-Unis. On a dépassé les États-Unis. Deuxième point, effectivement, vous avez souligné ces 2 livraisons qui ne sont que des reliquats de l'ère Biden. Rien n'a été donné. Ces 2 livraisons-là sont les livraisons décidées par Trump. Elles diffèrent. Alors, il y a encore des livraisons de l'ère Biden pour l'ensemble de l'année qui vient, mais il y a ces 2 petites livraisons. C'est pas avec ça que les Ukrainiens vont gagner la guerre. Elles sont quand même sur le financement de Biden. Elles ne sont pas sur un financement. Alors moi, il me semblait que c'était un financement de Trump. Mais bon, on vérifiera. Sur les sommes sont légèrement, pas insignifiantes, mais limitées. Maintenant, effectivement, le processus, c'est les Européens vident leur stock pour donner aux Ukrainiens et recomplètent leur stock parce qu'ils achètent aux États-Unis. C'est ça qui est prévu. Donc c'est un peu compliqué. Et ça ne sera validé d'ailleurs qu'à l'automne, en termes définitifs. Donc vous voyez, on a encore quelques mois devant nous avant qu'effectivement ces livraisons d'armes arrivent. Ensuite, ce n'est pas l'OTAN qui donne, c'est chaque État membre qui va donner. La preuve, les Pays-Bas viennent d'accorder 550 millions d'euros d'aide à l'Ukraine, comprenant notamment des missiles patriotes, mais c'est un accord en fait bilatéral en quelque sorte. C'est un État membre qui donne à l'Ukraine, l'OTAN n'assurant que la coordination de l'ensemble pour être sûr que les besoins de l'Ukraine soient conformes d'une part aux capacités des États membres, mais aussi sans doute à une estimation militaire de leur efficacité. Juste compléter là-dessus, effectivement, c'est que ça permettra aux pays de la coalition des volontaires, en fait, qui a été impulsée par le président Macron et le président Zelensky, de pouvoir se positionner notamment et de faire des choses dans ce sens, parce qu'il s'agit, entre autres, des modalités de financement où ils sont mis d'accord de faire des paquets pour 500 millions d'euros. Pourquoi? Pour pouvoir débloquer plus rapidement et que pour un pays qui souhaite appuyer, n'ait pas besoin d'attendre. Il s'agit d'éviter aussi les blocages politiques quand on parle du package financé par l'Union européenne où on a la Hongrie, par exemple, qui fait blocage. Et donc là, c'est une solution assez intelligente pour dire, OK, on va essayer de faire quelque chose de beaucoup plus agile, en fait, pour être beaucoup plus flexible et pour pouvoir aller plus vite. D'accord. Pas sûr qu'on dépense plus. En revanche, ce sera plus rapidement sur le champ de bataille. En quelque sorte, l'Ukraine produit désormais 40% de son armement. L'Europe lui fournit 30%, les États-Unis environ 30%, peu ou prou. Voilà pour cette séparation. Est-ce qu'on peut imaginer que l'Ukraine, qui a évidemment fait des efforts colossaux en 3 ans et demi pour produire plus et produire mieux, surtout parce que ça c'était l'un des enjeux de la production militaire liée à cette guerre, est-ce qu'on peut imaginer dans un futur proche, c'est-à-dire peut-être d'ici la fin de l'année, que l'Ukraine continue de produire davantage, que l'Europe donne un peu plus encore à l'Ukraine et qu'on n'ait plus besoin des États-Unis pour mener cette guerre? En tout cas, je crois que le cheminement est assez cohérent de la part de Trump et des États-Unis. C'est une forme de désengagement progressif. D'ailleurs, quand il a annoncé ce plan, Donald Trump avait dit clairement « Nous allons fournir des armes à l'Ukraine, mais ils vont les payer ».
ils vont les payer. C'est bien là toute la différence avec d'autres périodes. Je pense que de la part de l'Europe, il y a aussi probablement un intérêt de voir dans l'évolution de ces conflits et de voir la manière dont les Ukrainiens arrivent à réinventer la guerre, si je puis dire, en démocratisant des nouvelles armes. Aujourd'hui, on est effectivement dans des conflits aujourd'hui où des armées de drones s'affrontent. On arrive de manière artisanale à faire des drones qui coûtent de moins en moins cher. Je pense que nous regardons aussi tout cela avec un intérêt clair et net. Donc, pendant que les États-Unis se désengagent en grande partie, les Européens soutiennent, mais évidemment espère pouvoir profiter à un moment ou à un autre, je ne vais pas dire de la manne, mais en tout cas du retour d'expérience, si je puis dire, pardonnez-moi l'expression, mais de ces évolutions technologiques qui, en fait, sont dans tout conflit extrêmement intéressantes pour tout le monde. Un conflit, c'est tragique, c'est dramatique, il y a des morts, etc., etc. Mais dans les avancées des conflits, dans les avancées militaires, je crois ne pas me tromper en me disant que pour faire avancer la technologie militaire, il faut qu'il y ait des guerres. Aussi quelque part, aussi cynique soit-il. Donc je crois que chacun quelque part y trouve une part de son intérêt, même si tout ça coûte très cher, et même si tout ça ne résout pas évidemment la question diplomatique qui traîne et qui ne cesse de traîner. Dans le cadre de ce mécanisme Pearl, sait-on quel type d'armes seront achetées par les Européens pour aller donner aux Ukrainiens? Vous savez qu'il y a ce débat autour des armes défensives et offensives. Certains ne font pas la différence, d'autres notent que dans cette guerre, il y a de fait des armes qui servent à contre-attaquer en profondeur, qui sont considérées comme offensives, et des armes qui permettent de tenir un front, mais qui ne permettent pas aux Ukrainiens de revenir un peu à la charge. Sait-on quel type d'armes? L'Ukraine a besoin de toutes les formes et de tous les types d'armes, et d'un côté de tout ce qui est défense antiaérienne, en fait, parce que les villes qui se font bombarder toutes les nuits et qu'ils envoient maintenant des armées, des centaines de drones, ça devient beaucoup plus difficile d'intercepter, en fait, et donc les dégâts sont beaucoup plus forts. Le mois dernier a été le mois le plus meurtrier du point de vue des victimes, nombre de victimes civiles, en fait, en Ukraine depuis le début de l'invasion à grande échelle, et aussi bien sûr les armes de longue attaque, en fait, pour pouvoir envoyer ces armes donc, et détruire les entrepôts logistiques de l'armée russe et les sites aériens. On a vu qu'ils sont très créatifs et qu'ils arrivent à utiliser différentes solutions, autant sur la mer que sur la terre en profondeur, mais ça reste toujours parmi les exigences prioritaires du président Zelensky, les deux axes. Alors ça, c'est une question très intéressante. Est-ce que ça sert encore de livrer des armes lourdes à l'Ukraine alors que ce conflit a changé de nature en 3 ans et demi? Il y a en Ukraine aujourd'hui un ministère de la transformation numérique, et écoutez ce que dit, regardez plutôt ce que dit son ministre sur les efforts fournis. Ça va apparaître sur votre écran. Il dit, ce ministre du ministère de la transformation numérique: l'Ukraine possède une expérience inégalée en matière de guerre technologique. En temps réel, nous avons mis en place un écosystème où la recherche et le développement se font directement sur le champ de bataille. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ça, c'est capital pour l'Ukraine, mais aussi pour les autres pays. L'élément crucial, on en parle pratiquement tous les jours ici, ce sont les drones. Des drones qui désormais vont chasser d'autres drones. On a évoqué tout à l'heure le nombre de Shahed tirés par les Russes. Le mois dernier, près de 7000. Voici ce qu'en dit l'un de ces opérateurs de drones. Écoutez. Notre travail consiste à défendre l'espace aérien. Et comme nous manquions de certains moyens, nous avons décidé d'essayer ces drones intercepteurs. S'il n'y avait pas eu de déficit, il n'y aurait pas eu de drones intercepteurs. Je ne me serais même pas aventuré dans ce domaine. Voilà, la guerre 2.0. Les drones sont aujourd'hui responsables d'environ 70% des pertes matérielles et humaines des deux camps. Des deux camps. Est-ce que ce n'est pas ça l'axe de développement, au lieu de continuer à livrer des Césars, des Scalps et que sais-je encore? Non, parce que la guerre est complète. Les équipements militaires se complètent plutôt. C'est plus correct. Tout va rentrer en ligne de compte. Les drones aujourd'hui donnent un avantage dans la mesure où c'est pratiquement une frappe dans la profondeur qui dépasse le tir normal de l'artillerie.
Donc l'artillerie à l'ancienne, bon, ça reste, comme le César voulait l'évoquer, c'est valable pour la ligne des contacts. Mais on voit bien que les drones permettent de dépasser la ligne des contacts et de frapper beaucoup plus loin, d'une manière beaucoup plus ciblée, beaucoup plus individuelle. Rappelez-vous les images qu'on passait il y a 2 ans, où on voyait avec un drone ukrainien tuer un soldat russe dans son trou de combat. Donc on est à ce niveau-là aujourd'hui quand même. Maintenant, c'est pas ça qui fait gagner une guerre. Ça fait partie de la guerre. Donc maintenant, toutes les autres armes vont arriver. Et pour répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure, qu'est-ce qui va être fourni de la part des États aux Ukrainiens? C'est déjà 2 millions d'obus. Ça prouve bien que l'artillerie classique reste encore importante. C'est 2 millions d'obus, en plus des missiles patriotes et autres. Voilà. Donc ça, on en est là. Donc maintenant, tout le reste va se faire. Et l'innovation, on parle des chars, on parle des drones effectivement sous-marins, on parle aussi finalement de la protection des combattants à terre. Je ne sais pas si vous allez présenter ces drones, enfin c'est pas ces drones, ces engins sans pilote terrestre devant aller chercher les blessés. Oui. Bon, l'innovation, elle est là. N'oublions pas quand même le but de tous ces équipements militaires, c'est de gagner une guerre en évitant la perte de ces hommes. Parce qu'en fait, on parle beaucoup d'équipements, mais s'il n'y a plus de soldats pour armer ces équipements ne serviront à rien. Donc en fait, le vrai problème, c'est pas uniquement de dire qu'on envoie des armes, c'est pas uniquement qu'on envoie des obus. Faire une industrie d'armement avec beaucoup de drones, c'est aussi, est-ce que j'aurai encore le personnel suffisant pour tenir la ligne des contacts et continuer la guerre et occuper le terrain pour gagner. Et ça, c'était un vrai sujet aujourd'hui qu'on évacue parce qu'on sait que les pertes sont tellement énormes de part et d'autre qu'on peut se poser la question sur le coût humain de cette guerre. Et si le coût humain n'est pas pris en compte aussi dans la réflexion sur, je dirais, la guerre elle-même, eh ben, les équipements ne serviront pas à grand-chose. Allez, une image, puisque vous disiez l'importance des soldats, évidemment, ils le sont. Eh bien, les drones servent aussi à les sauver. Regardez, c'est un soldat ukrainien. Sur ces images, c'est incroyable. Blessé, coincé, isolé, à qui un vélo électrique a été envoyé par drone. Il a pu s'en sortir grâce à cela. Quand on parle d'innovation, ça c'est un exemple concret. Alors c'est anecdotique évidemment au regard de la guerre, mais un vélo électrique livré par drone à ce soldat qui était blessé, qui ne pouvait plus rentrer à pied. Il a pris ce vélo, ce soldat, il est rentré, il est vivant, il a témoigné et il a raconté son histoire. Vous restez avec nous sur LCI. Dans un instant, on va parler d'une histoire à peine croyable, celle d'un espion russe en Ukraine qui était donc les Russes a frappé son propre pays. Il a été arrêté par le SBU, c'est les services de renseignement ukrainiens. On vous dit tout juste après une courte pause. Pringles, un goût parfait à chaque bouchée. Forcément, on ne peut plus les lâcher. Ça va ? Laisse pas ton problème de pare-brise devenir une prise de tête. Va direct sur carglass.fr, mets bien le .fr et c'est réglé. Carglass répare, Carglass remplace. Chaque jour, des milliers d'animaux vivent dans la terreur. Maltraités, affamés, battus, torturés sans relâche par des maîtres sans cœur. Cette maltraitance mène parfois au pire. Face à toutes ces souffrances insupportables, vous pouvez agir. Devenez maître de cœur et donnez à ces animaux la chance d'une vie sans violence. Avec 10 € par mois, vous permettez à la Fondation 30 millions d'amis de les recueillir, de les nourrir, de les soigner et de leur redonner l'espoir d'une vie meilleure. Ils ont besoin de vous. Agissez maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Appelez le 0805 21 30 30 ou rendez-vous sur maîtredecoeur.fr et recevez votre porte-clés Maître de Cœur. Chez Direct Assurance, on vient chercher votre véhicule accidenté et on vous le ramène réparé. C'est ça, Direct Assurance. Bien assuré, direct réglé. Je sais que c'est direct réglé, mais on est encore dans la pub Direct Assurance. Direct Assurance. Merci, docteur. Alors, à quel tour? Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Un accident peut arriver n'importe quand. Alors on doit pouvoir compter sur n'importe qui. Chez Groupama, nous avons déjà formé gratuitement plus de 200 000 personnes aux gestes qui sauvent. Groupama, toujours là pour moi.
LCI Direct, merci d'être avec nous. On va parler d'une histoire de guerre digne d'un film d'espionnage. Un soldat suspecté d'être un espion russe est arrêté par les services secrets ukrainiens. Il travaillait dans la région de Dnipropetrovsk et il envoyait à ses contacts russes donc les localisations de cibles possibles. Il a été repéré, tenez-vous bien, pas très malin, à cause de son utilisation et de ses publications pro-russes sur les réseaux sociaux. On va en parler avec notamment Bruno Fulini. Merci d'être avec nous, historien, auteur de l'Atlas secret du renseignement. Vous allez nous parler justement de l'importance de ce renseignement dans le cadre d'une guerre. Avant de revenir en détail sur cette affaire, Nivine Potros, cette arrestation très impressionnante par le SBU de cet espion supposé, ce n'est pas un cas isolé. Ces derniers mois, Kiev multiplie les interpellations. Ah oui, l'Ukraine a lancé une véritable chasse aux taupes. C'est d'ailleurs comme ça qu'est surnommé le chef du service de renseignement ukrainien, Vassil Maluik. Zelensky lui-même l'appellerait le chasseur de taupes. Il faut dire que depuis son arrivée à la tête du SBU, eh bien, les arrestations ne manquent pas. Plusieurs exemples. On peut citer le cas de ce colonel de l'armée de l'air, encore un, arrêté manu militari, vous le voyez, en juillet dernier. L'homme est accusé d'avoir transmis des informations sur l'emplacement des aérodromes ukrainiens, cette fois dans la région de Soumy. Il aurait également partagé les coordonnées GPS de centres logistiques et de maintenance. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour que l'armée russe les bombarde plus aisément. Des informations évidemment très précieuses qu'on imagine gracieusement rétribuées. Ce colonel, il aurait été recruté par l'intermédiaire de son ex-femme, qui était elle aussi une espionne à la solde de Moscou. Heureusement, tous deux ont été rapidement repérés par les services de renseignement ukrainiens, qui ont donc procédé, vous le voyez, à son interpellation. Aujourd'hui, l'homme est incarcéré. Il risque quoi ? La prison à perpétuité. Son ex-femme, elle vit à Mélitopol, donc dans la zone occupée par les Russes. Elle est accusée par contumace de trahison pendant la guerre. Des exemples comme celui-ci, qui date donc de juillet dernier, eh bien, ils ne sont pas rares. Le 21 mai dernier, c'est un employé d'une entreprise de défense qui a lui aussi été interpellé. Cette fois, ça se passe dans la région d'Odessa. Alors, il faut dire que l'homme n'a pas été très malin ni très discret, puisque dès son premier jour dans cette usine d'armement, eh bien, il aurait tenté d'accéder, de récupérer des schémas de pièces de véhicules pour les véhicules militaires. Ses collègues ont flairé rapidement le problème et l'ont dénoncé. Et même, Thomas, sur la ligne de front, eh bien, les traîtres ne manquent pas. Le 6 mai, encore une fois, ces mêmes services de renseignement ont arrêté un soldat qui servait en première ligne dans la région de Kharkiv. Il aurait divulgué l'emplacement des troupes, y compris de celle de sa propre unité, à un responsable militaire russe. Alors évidemment, on ignore le nombre de taupes qui sont actuellement présentes en Ukraine. Les arrestations sont très nombreuses et ce dernier exemple, ce soldat arrêté, eh bien, montre à quel point évidemment elles sont partout, ces taupes, et que l'armée ukrainienne aujourd'hui, elle est véritablement gangrénée par des traîtres. Merci beaucoup Nivine. Bruno Fulini, vous venez d'entendre ce qui a été dit. Vous êtes historien, spécialiste du renseignement. Cette, pardonnez-moi l'expression, mais épidémie de taupes, elle s'explique comment ? D'abord, nous sommes dans une situation de guerre, donc forcément, c'est un moment où l'espionnage qui est actif en permanence est particulièrement actif et particulièrement rentable, si j'ose dire. Des fois, il y a des opérations d'espionnage qui s'échelonnent sur des années en vue de menaces hypothétiques. Là, il s'agit d'un renseignement de type militaire très vite utile. C'est vrai que si vous savez positionner, par exemple, un F-16 au sol ou une unité navale, eh ben, ça vous donne des opportunités de la détruire infiniment supérieures à une situation de combat. Donc, il est assez logique que des deux côtés, parce que tout ça est évidemment un jeu symétrique, des deux côtés, espionnage et contre-espionnage soient particulièrement actifs. Ajoutons à cela qu'il y a
plusieurs services de renseignement militaire, de renseignement extérieur et de contre-espionnage qui sont éventuellement en concurrence. Donc par rapport à leurs dirigeants, le service qui apportera le plus d'informations, évidemment, sera le mieux considéré, le mieux doté. Il y a également ce... Voilà. Dans l'affaire qui nous occupe, c'est intéressant parce que là, il s'agit au sens strict, si j'emploie les termes juridiques, d'une affaire de trahison, plus que d'une affaire d'espionnage. L'espionnage, c'est le fait d'un étranger dans un pays qui glane des informations normalement confidentielles. Là, il s'agit d'un officier ukrainien qui trahit sa propre armée, son propre pays, au bénéfice d'un pays étranger et qui plus est de la Russie, c'est-à-dire d'un pays avec lequel l'Ukraine est en guerre. Donc évidemment, il y a une acuité particulière. Alors, il y a un enjeu de contre-espionnage, mais attention, parce que quand on commence à lancer la chasse aux taupes, le risque, si on médiatise un petit peu trop l'idée qu'il y a des taupes, qu'il y a des espions, qu'on est partout observé, c'est de créer aussi quelque chose d'assez contre-productif, ce qu'on appelle l'espionnite, une vague de soupçons généralisés qui peut désorganiser considérablement une armée ou un État. Donc le curseur est toujours difficile à trouver pour les services de contre-espionnage et de contre-ingérence. Il est rare, par exemple, qu'on arrête immédiatement une taupe. En général, quand on soupçonne quelqu'un d'être une taupe, quand on soupçonne quelqu'un de trahir, on le laisse agir un certain temps et on l'observe. Donc là, on ne le sait pas encore, il serait intéressant d'avoir les détails de cette affaire pour voir depuis combien de temps cet officier a été repéré. On verra si on en sait plus évidemment dans les semaines ou dans les mois qui viennent. J'aimerais vous demander vraiment des questions basiques, mais comment est-ce qu'on devient espion, taupe, traître? Je ne sais pas quel mot il faut utiliser maintenant du coup. Alors, il faut distinguer deux choses. Les officiers de renseignement, qui sont des professionnels, et en particulier parmi eux les officiers traitants, qui sont formés à recruter des agents qui vont apporter des informations, qui vont trahir. Et puis les espions au sens classique, ou les traîtres, qui sont de simples agents, qui n'ont pas de statut, et qui vont renseigner un pays. Pourquoi ils vont le faire? Il y a traditionnellement 4 grands motifs qui sont connus, qui sont résumés dans le petit acronyme MICE. M comme monnaie, argent. Ça, c'est le vecteur universel. On donne des informations contre une somme plus ou moins importante. Le I, c'est idéologie. Toute cause politique, religieuse, un militaire qui serait en total désaccord avec le pouvoir de son propre pays peut franchir le pas. C'est rare, mais ça peut arriver. Ensuite, le C, c'est compromission. Tout ce qui a trait au scandale, au sexe, des images d'adultère, de relations homosexuelles, éventuellement provoquées par un service adverse, qui vont ensuite exercer un chantage sur la personne. Ça existe aussi. Et puis le E, c'est égo. Tous les gens qui ont, je dirais, un égo surdimensionné, une très grande idée d'eux-mêmes, qui veulent jouer individuellement un rôle dans l'histoire en renversant le cours d'une guerre. Et bien les officiers traitants jouent sur ces 4 leviers qui peuvent se combiner. On peut très bien exercer un chantage sur quelqu'un et puis de temps en temps lui faire un cadeau. Ça peut paraître un peu curieux, mais c'est une façon aussi de le compromettre un petit peu plus. Ça peut être les raisons qui font que les gens se laissent entraîner dans ce genre d'affaires. Est-ce qu'on sait comment, généralement, ils se font coincer? Je vous pose la question parce que dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, la personne s'est faite repérer en postant des messages pro-russes sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas très malin en temps de guerre en Ukraine. Effectivement, si c'est le cas, c'est pas très très malin. Peut-être que ça c'est, comment dirais-je, la version publique et qu'il y a d'autres indices plus gênants. Secrets nous mentirez. Plus tard, ça peut arriver. Il est vrai que lorsque vous avez quelqu'un qui fournit des informations, eh bien, il faut que matériellement, il puisse les fournir. Donc, généralement, il y a des systèmes un peu cloisonnés, des boîtes aux lettres, des messageries cryptées, toutes sortes de systèmes qui permettent de passer l'information discrètement, mais ça n'est jamais infaillible. Et chaque pays a des services de contre-espionnage, des services de contre-ingérence, en particulier pour tout ce qui concerne les militaires, les industries d'armement, qui sont formés à détecter les comportements anormaux. Il arrive aussi
quand quelqu'un trahit pour de l'argent, que tout à coup il ne puisse pas s'empêcher de dépenser son argent et tout à coup un train de vie complètement étonnant par rapport à ce qu'est la solde d'un militaire ou le traitement d'un fonctionnaire. Donc un certain nombre d'espions se sont fait assez stupidement repérer comme cela parce que tout à coup ils avaient une trop belle voiture, une trop belle maison, ils allaient trop souvent au restaurant, bon, et ça c'était un peu curieux. Et puis bien sûr il y a les dénonciations. Par exemple, imaginons qu'un membre du renseignement russe passe côté occidental, eh bien, il peut balancer un certain nombre de réseaux qui opèrent et il peut faire tomber comme cela un certain nombre de réseaux, un certain nombre d'agents. Ça s'est vu pendant la guerre froide, ça continue aujourd'hui, c'est un peu un classique. Une dernière petite question, si vous le voulez bien, sur les conséquences de cet espionnage en temps de guerre, quelles peuvent-elles être ? Énorme. Là, il s'agit par exemple donc d'un officier de l'armée de l'air qui pouvait révéler la position des F-16 et des Mirage 2000. Le général Chauvency pourra nous le confirmer, mais il me semble qu'un F-16, ça vaut aux alentours de 20 millions de dollars. Donc même si vous payez quelques milliers d'euros ou quelques dizaines de milliers d'euros à un bon informateur, s'il vous donne l'opportunité de détruire un appareil d'une telle valeur et pouvant causer des dégâts considérables, c'est tout à fait rentable, c'est tout à fait intéressant. Parfois, une information peut renverser complètement le cours d'une bataille. Il y a des exemples dans l'histoire où le cours d'une bataille, parfois le cours d'une guerre, est inversé parce qu'on a la bonne information au bon moment. Mais tout l'enjeu, vous l'avez dit, c'est que l'information fournie par le traître ou l'espion arrive au poste de commandement adverse dans des délais rapides. Et c'est là qu'il y a un enjeu crucial en matière de renseignement. Un renseignement juste peut être totalement inutile s'il arrive un mois après la bataille. Merci beaucoup Bruno Fulini. Merci mille fois d'avoir répondu à nos questions en direct sur LCI. C'est passionnant. Est-ce qu'on sait si le SBU, donc les services secrets ukrainiens, et le GUR, qui est le renseignement militaire, sont de bons services? Est-ce qu'ils sont considérés comme de bons services, efficaces en tout cas? Ils sont efficaces sans aucun doute, mais d'un autre côté, rappelons quand même quels sont leurs effectifs, au moins pour le SBU. Le SBU, c'est plus de 30 000 personnels, c'était les chiffres qui étaient diffusés en 2022. C'est beaucoup ou pas? Je vous pose la question. La France, c'est 15 000. D'accord, tout compris, donc 2 fois. Tout compris, extérieur, intérieur. Donc, le double pour une population qui est pratiquement moitié de la nôtre. Oui. Donc on a quand même une diffusion quand même assez importante. Et si vous rajoutez le GUR, dont on ne connaît pas vraiment les effectifs, vous êtes quand même avec une forte représentation des systèmes, des services de renseignement sur la société ukrainienne. Donc il y a forcément, à un moment donné, on a une captation d'informations. Ensuite, n'oublions pas que quand même l'époque soviétique puis russe quand même montre qu'il y a des porosités entre les uns et les autres, dans la mesure déjà la langue était commune, les écoles de formation étaient communes pour les plus anciens. Donc on a quand même, on se connaît l'un l'autre. Et puis là, les exemples qu'on nous a cités, ce sont des exemples finalement un peu d'amateurs. À part le lieutenant-colonel, c'est un autre sujet. Mais les autres exemples qui ont été cités, quelqu'un qui se fait prendre parce qu'il parle, il fait un poste pro-russe, quelqu'un qui, le premier jour où il est affecté quelque part, va commencer à chercher du renseignement. Ce sont des amateurs, à se demander d'ailleurs s'ils n'ont pas été envoyés comme cela pour justement tester les capacités des services secrets. Donc on peut se poser des questions. Maintenant, c'est vrai que l'intérêt de tels services de renseignement, c'est de valoriser les coups au but. Quand on parle de missiles très coûteux ou de drones, on veut être certain de frapper là où il faut. Et quand on parle des F-16, effectivement, comme le disait Bruno Fulini, un F-16 ou un Mirage, ce n'est pas seulement une frappe coûteuse, mais c'est aussi un symbole. Après tout, les Ukrainiens ont été capables de frapper en Russie des bases aériennes et de détruire un certain nombre d'avions. Rendre la même chose, en plus des appareils occidentaux, l'effet psychologique serait dévastateur. Violeta Moscalou, est-ce qu'il y a... alors d'abord, une question toute simple en fait. Pourquoi rendre public ces arrestations? Pour nous, c'est très impressionnant. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, parce que c'est en effet un problème très fort et très complexe et central pour les services de défense, les services de renseignement en Ukraine. Et pour compléter ce que vous disiez, Général, j'aimerais juste amener un élément du contexte historique qui apporte une lumière supplémentaire. C'est que l'Ukraine paye aujourd'hui le prix très fort d'une mauvaise décision après 91 à l'indépendance, de ne pas avoir fait ce qu'on a appelé la lustration
que d'autres pays ex-soviétiques comme les pays baltes par exemple ou du pacte de Varsovie comme la Pologne ont fait tout de suite, de nettoyer complètement leur administration publique, leur armée, toutes les institutions qui forment le cœur d'un État, de toute trace, de tout lien avec Moscou en fait. Donc il y a aujourd'hui en Ukraine, malheureusement, vous pouvez encore retrouver sur des postes notamment de haut gradé quelqu'un qui a fait des études à Moscou et qui avait 25-30 ans à l'indépendance, qui peut se retrouver qui a encore un service. Pardonnez-moi, c'est le cas de Volodymyr Zelensky. Je crois qu'il était à Moscou pendant des années. Il n'a pas fait d'études. Alors, il n'a pas fait d'études là-bas, mais il se produisait en tant que comédien. Voilà, il y avait les liens, mais après, Volodymyr Zelensky, jusqu'à sa candidature pour la présidence, il n'était pas du tout dans l'administration publique, en fait. Il faisait de divertissement. Et on se souvient de ce sketch anti-Poutine après, évidemment. C'est complètement autre chose. Mais par contre, en Ukraine aujourd'hui, donc il y a comment on recrute. En fait, il y en a qui ont été des tops qui dormaient, en fait. Donc depuis toute cette période. Et c'est ça aussi qui explique avec cet effectif qui est le double comparativement à la France, du point de vue de l'efficacité, on a quand même beaucoup de problèmes en fait en interne. Et deuxièmement, comment fait la Russie pour recruter avec la nouvelle génération, ils utilisent aussi les réseaux sociaux. Ils font aussi beaucoup de manipulation et de propagande, notamment la semaine dernière encore, je voyais sur les réseaux sociaux ukrainiens des messages pour dire ne prenez absolument aucun colis qui vous est envoyé si vous ne savez pas qui vous l'a envoyé, parce qu'il peut y avoir des bombes ou des choses comme ça, ou bien on envoyait à des adolescents ou à des jeunes, des choses en disant amener à telle adresse en fait, et puis après amener à telle adresse les centres de mobilisation qui se sont retrouvés avec des colis explosifs. Donc bref, ils utilisent toute une panoplie en fait de stratégies pour nuire, pour faire du mal, pour démoraliser. Et donc pourquoi c'est important pour l'Ukraine, votre question, pourquoi on en parle, on montre que c'est pas de la rigolade et que vous risquez de vous faire choper et vous allez faire de la prison pour trahison, prison à vie en fait. Donc du coup on est obligé d'être super mobilisé et de communiquer pour peut-être faire réfléchir au moins une partie de ceux qui sont des cibles de recrutement, d'espionnage en ce moment. Parce que ça c'est quelque chose d'incroyable, le fait qu'un soldat qui plus est, pour l'un des exemples évoqués par Nivin, combattant sur la ligne de front, puisse décider de dénoncer sa propre unité à l'ennemi. Ça paraît absurde. On est dans des guerres hybrides où tout est bon à prendre à un moment avec des points de bascule qui ont été très bien expliqués par monsieur Fellini. Mais je pense que les figures tutélaires de l'autorité ou de l'armée ou de la police, on a pu voir dans d'autres situations assez précises. Je pense notamment à la menace terroriste qu'on a eue en France, djihadisme et compagnie, des militaires qui étaient censés défendre le sol français et qui sont partis des fois rejoindre ou qui ont basculé soit à l'ultra-droite violente et radicale en sortant dire que rien n'est tout à fait étanche à un moment ou à un autre. Un individu, pour X motifs, peut décider de basculer des raisons personnelles, des raisons idéologiques ou quoi au caisse. On a eu dans l'histoire un certain nombre de cas. Et ça crée un phénomène véritablement de psychose, puisqu'il suffit qu'il y en ait un ou deux à gauche, à droite, pour que quelque part, on ait la crainte et la peur de son voisin. Et renforcer effectivement une méfiance globale dans un contexte où on a le sentiment que quelque part tout n'est pas non plus totalement étanche entre deux sociétés qui se parlaient encore largement il n'y a pas si longtemps que ça et qui ont vécu et qui vivent ensemble, enfin en tout cas l'une à côté de l'autre depuis des décennies. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau pour